Bonjour Amayad. Bonjour. Bienvenue au Salon des entrepreneurs. Merci. Vous avez créé votre mouvement, La France qui ose, et vous êtes candidate à la présidence de la République. Nous allons en parler, on va parler programme avec vous, et notamment entreprise, économie. Avant cela, une question d'actualité autour de la thématique récurrente de la droite et de la crise traversée par son champion François Fillon. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit trouver un remplaçant ou une remplaçante? Pourquoi pas? Est-ce que vous seriez celle-ci? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Écoutez, cette affaire, au-delà de la personne du champion de la droite, comme vous dites, est le procès d'un système, finalement. D'un système qui perdure depuis trop longtemps, qui a gangréné notre démocratie, où certains ont fini par confondre le mandat de parlementaire, d'élus, avec celui d'un bien privé et dont toute la famille doit bénéficier. Et je crois qu'il est très important aujourd'hui de marquer la fin de ce monde-là, de ce monde à part, qui n'est pas le monde réel. Il y a beaucoup d'aveuglement, parce que ce qui est encore plus grave, c'est de ne pas comprendre la raison du scandale. C'est de s'accrocher à la légalité plutôt que de voir les montants, de voir la façon dont les Français condamnent très sévèrement l'abus de position dominante, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un système de rente, finalement. Notre démocratie est devenue aristocratique. Elle a été confisquée par quelques-uns qui ont décidé que seuls pouvaient incarner la représentation de notre pays. Et donc j'espère que c'est un monde finissant avec lequel nous allons enfin pouvoir tourner la page. Donc c'est clair, pour vous, François Fillon ne doit pas être le candidat de la droite à cette élection? Je ne sais pas comment il pourrait faire. C'est-à-dire que la question n'est pas ce qu'il veut, mais ce qui est possible. Or, quand on a bâti sa campagne et sa victoire époustouflante d'ailleurs, sur deux piliers, deux murs porteurs que sont la probité et les sacrifices demandés aux Français, je ne vois pas comment, lorsque ces deux fondamentaux-là sont totalement remis en cause, comment on peut s'en sortir. Vous lancez votre campagne. Vous souhaitez une Silicon Valley de la banlieue. Vous avez été élu à Colombes. Concrètement, qu'est-ce que c'est une Silicon Valley de la banlieue et qu'est-ce que vous voulez faire? Écoutez, les jeunes et moins jeunes qui habitent dans les banlieues sont aujourd'hui pris dans un étau infernal. D'un côté, je résume, c'est le Karcher, de l'autre, c'est l'assistanat, et au-dessus, les attentats, l'islamisme radical. C'est nos futurs. Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir des quartiers populaires laissés ainsi à l'abandon, à l'angoisse, à la désespérance, et on encourage la propagande de l'État islamique. Donc, à partir du moment où ces habitants sont français à part entière et non pas des Français à part, eh bien, nous devons nous adresser aussi aux citoyens français des quartiers populaires. Et derrière le slogan, quelles mesures vous mettez en place? De leur donner des perspectives. Effectivement, j'ai proposé une Silicon Valley des banlieues parce que je suis partie d'un constat très simple. Dans les quartiers populaires, on crée 2 fois plus d'entreprises que dans le reste du pays. Cela veut dire que nous pourrions à la fois les encourager à faire ce qu'ils savent faire de mieux et en même temps apporter au pays. Donc l'idée de Silicon Valley des banlieues, j'aimais bien le fait d'associer ces deux mots parce qu'il s'agit en fait d'un fonds d'investissement qui serait à la disposition de ces acteurs de l'entrepreneuriat parce que créer des entreprises, mais le problème c'est que ça ne dure pas. Et donc, pour éviter justement quelques périclites, il s'agit de mettre à disposition des espaces de coworking pour avoir des conseils en matière juridique, en matière comptable, bénéficier des réseaux, bénéficier de financements supplémentaires et que ce fonds d'investissement soit géré non pas par des responsables politiques qui ne connaissent pas grand-chose à l'économie, mais par des chefs d'entreprise. Mais ce fonds serait abondé par l'État ? Potentiellement, pourquoi pas, par des fondations, par le crowdfunding, différentes. On peut aussi mixer les formules de financement. Mais en tout cas, on parerait ainsi au plus gros problème de durabilité de ces entreprises en trouvant les moyens financiers, mais aussi l'accès au réseau. Ce serait en fait un vaste salon des entrepreneurs comme ici, mais à disposition des jeunes dans les quartiers populaires. Alors vous le dites, il y a déjà beaucoup de réussite entrepreneuriale en banlieue. Qu'est-ce qui ne fonctionnerait pas aujourd'hui s'il y a déjà des choses comme ça qui... Parce que les quartiers populaires vivent un véritable apartheid. Apartheid urbain, apartheid scolaire, apartheid géographique, apartheid politique. Et c'est nos futurs, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il est important aujourd'hui... Il y a déjà des mesures qui sont mises en place. L'agence France Entrepreneur existe, elle a été abondée en argent, 20 millions d'euros. Manifestement, ça ne suffit pas. Regardez tous ces jeunes, y compris les plus diplômés, qui partent à l'étranger pour exercer leur talent, accueillis à bras ouverts par des pays
comme la Chine, comme les États-Unis, comme les pays arabes du Golfe et du Moyen-Orient. Cela signifie qu'ils n'ont pas su trouver ce qu'il fallait en France. Donc, il faut profiter de ce nouveau contexte où l'esprit d'entreprise renaît en France depuis que la révolution numérique a touché notre pays. Depuis 5-6 ans, on renoue avec finalement les belles histoires entrepreneuriales. On voit des personnalités qui partent de rien, mais qui par l'innovation arrivent à être particulièrement disruptifs et améliorer les choses. Donc je crois qu'il faut profiter de cet esprit-là, de ce retour à l'esprit d'entreprise, à la création, à la créativité, pour justement donner une impulsion nouvelle à ceux qui ont toujours été des créateurs d'entreprise dans les quartiers populaires. Dans vos 10 mesures choc, il y a aussi la suppression du RSI. Qu'est-ce que vous installez à la place? Rien. Pourquoi voulez-vous installer quelque chose? Quand on est travailleur indépendant, on va être un homme libre ou une femme libre. Pourquoi voulez-vous leur mettre une laisse au cou? Le travailleur indépendant doit pouvoir avoir la liberté d'affiliation. Le RSI, la Cour des comptes l'a dit, c'est un accident industriel. Le RSI n'aurait jamais dû exister. Le RSI n'a existé que pour des raisons bureaucratiques. Et quand on voit les erreurs répétées, quand on voit la manière dont les huissiers harcèlent les entrepreneurs, dont on voit le caractère confiscatoire des montants qui sont demandés, quand on voit que des personnes, des créateurs d'entreprises qui payent le RSI n'ont même pas de mutuelle, moi je me dis il faut arrêter les frais, il faut arrêter les dégâts. Donc le RSI n'est pas réformable comme le propose Marine Le Pen, elle propose un simple toilettage. Moi je pense qu'il ne faut pas réformer le RSI, il faut supprimer le RSI. Et je ne suis pas non plus d'accord avec Emmanuel Macron lorsqu'il dit on va supprimer les RSI, mais on va mettre les travailleurs indépendants dans le régime général. Mais c'est scandaleux, le régime général ne marche même pas. Donc supprimons le RSI et laissons aux créateurs d'entreprise, aux travailleurs indépendants, le soin, la liberté de s'affilier, puisqu'on est obligé de s'affilier pour prévenir des accidents de la vie, mais il est important de pouvoir le faire là où on veut, vers l'organisme qu'on souhaite, qui serait de fait mis en concurrence, et donc préparerait ou mettrait en place des prestations concurrentielles et en même temps de qualité. Pour finir cet entretien, on va vous soumettre un petit jeu qu'on soumet à tous nos invités. Si l'État français était une entreprise et que vous en étiez la patronne, quelles mesures vous prendriez? Et est-ce que ce serait, selon vous, plutôt une start-up, une PME, une grosse entreprise du CAC 40? Ce serait plutôt une start-up comme je suis en politique. C'est-à-dire, comme beaucoup de start-up présents ici dans le salon des entrepreneurs, moi je mets l'innovation à tous les étages. Eux, ils font dans l'innovation économique, sanitaire, dans le travail, etc. Moi, je suis dans l'innovation politique. C'est-à-dire, je conteste des rentes établies depuis 30 ou 40 ans en innovant. Par exemple, je suis complètement sortie du système partisan, sortie du système rentier, aristocratique, pour lancer un mouvement qui se veut en dehors des clous, en dehors des sentiers battus, gauche et droite, au-dessus des partis, qui s'appuie sur 2 piliers, les territoires, très innovants en France, les territoires, c'est aussi la France des solutions, et puis de l'autre côté, la société civile, les mouvements citoyens, qui ont su également dans plein de pays faire une entrée remarquée dans la vie politique et la transformer de l'intérieur. Donc, moi, je ne suis pas de la rente, je n'ai hérité de rien, je ne suis d'aucun système, et au fond... non, je ne peux pas me reconnaître dans un grand groupe sur un plan identitaire, même si je ne suis pas respectée, mais je me reconnaîtrais plutôt dans une start-up, oui. Est-ce que vous avez... Même un artisan. Ça se dit au féminin, artisan? Artisan? Là, il y a un problème. Artisan. Il faut le créer, il faut le fabriquer. Il faut le fabriquer. Est-ce que vous avez vos 500 signatures pour vous lancer dans l'aventure jusqu'au bout? C'est bien, vous revenez à l'essentiel. Bientôt. On a commencé par ça, on va finir politique. On approche consciencieusement. Je fais un travail de terrain. Évidemment, en fait, ce que je fais, c'est pas une campagne d'en haut. C'est pas une campagne mise en scène façon Johnny. Ce serait plutôt une campagne de terrain, authenticité, qui s'appuie effectivement sur des maires, des territoires, sur des mouvements régionaux, voire régionalistes. Et donc, c'est par la France du bas que je pense que la révolution peut venir. Et donc, c'est par eux, avec eux, qu'effectivement, je suis engagée depuis maintenant 9 mois dans la quête des parrainages. Donc, je lance un appel à ceux qui nous écoutent. Si vous connaissez des maires indépendants, ils peuvent télécharger le formulaire de parrainage sur le site de la France qui ose. Un slogan à l'image, d'ailleurs, de ce salon. Merci à vous. Merci à vous. Merci.